Monsieur Touret, vous êtes le premier inscrit. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons donc à nous pencher sur l'application de l'interdiction des rémunérations en numéraire dans les cabinets ministériels depuis 2002. De tout temps, Monsieur le Ministre, des primes ont été versées en liquide aux ministres. Cela remonte à la Reynie, sous Louis XIV, à leur cabinet ministériel, de même qu'à de nombreux fonctionnaires relevant du ministère de l'Intérieur. Ces primes, jadis, permettaient également de faire des dons particuliers à des journalistes pour qu'ils écrivent des articles intéressants. Le Premier ministre disposait de ces fonds en application d'une loi du 27 avril 1946 et d'un décret du 19 novembre 1947. Avant 2002, avant la suppression de cette ligne budgétaire, des crédits étaient ouverts et des dépenses nettes imputées au chapitre 3791 du budget de l'État. Les crédits initiaux s'élevaient à environ 65 millions d'euros. Il s'y ajoutait des ouvertures de crédits en cours d'exercice, opérées par décret de répartition à partir du chapitre 3795 pour des dépenses dites accidentelles du budget des charges communes. Ceci pour une valeur moyenne de 12 millions d'euros. La part du chapitre 3791 s'élevait environ à 10% du total des dépenses des services généraux du Premier ministre. La nomenclature du chapitre 3791 comportait 3 lignes budgétaires. L'article 10, paragraphe 10, correspondait aux fonds spéciaux du gouvernement. L'article 20 correspondait aux fonds spéciaux à destination particulière, à savoir les dépenses de la DGSE. J'ai, à l'époque, en tant que rapporteur du budget de la fonction publique, attiré de manière répétée l'attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer ces fonds qui étaient contraires à la morale républicaine. Et en juillet 2001, un rapport fut confié par M. le Premier ministre Lionel Jospin, Premier président de la Cour des comptes, M. Laugereau, et qui permit d'établir que 3,66 millions d'euros étaient attribués à la présidence de la République, 300 000 euros au ministère des Affaires étrangères, 9,2 millions d'euros au fonctionnement de l'hôtel Matignon, 7,93 millions d'euros à l'ensemble des ministères. Ainsi que le relevait le président Laugereau, 20 millions d'euros étaient affectés à des dépenses de rémunération ou de fonctionnement et ne se rattachaient ni à des impératifs de sécurité intérieure ou extérieure de l'État, ni même à des interventions particulières assimilables à des actes de gouvernement. À l'époque, les retraits en espèces sur le compte de la Banque de France portaient sur 11,6 millions d'euros mis à la disposition des cabinets ministériels. Aucune règle particulière n'était établie quant à la forme et au contenu de la comptabilité tenue par les personnes habilitées à disposer des fonds. Le Premier ministre donnait, il est vrai, un quitus annuel et au moment de son départ, et les pièces justificatives étaient alors détruites. L'utilisation de ces fonds était hors de champ des contrôles externes, aussi bien celui de la Cour des comptes que celui du Parlement. Mais il est vrai que les crédits affectés à la DGSE faisaient l'objet d'un contrôle exercé par une commission instituée par le décret du 19 novembre 1947. En réalité, la protection et le secret dont bénéficiaient les opérations liées à la sécurité couvraient également la totalité des dépenses sur fonds spéciaux, donc des dépenses de fonctionnement des services du Premier ministre et des cabinets ministériels. Selon le rapport de 2011,
de 2001, la distribution des rémunérations complémentaires non déclarées à l'administration fiscale et ne supportant pas les prélèvements sociaux du fait qu'elles sont versées en espèces provenaient des comptes des fonds spéciaux. Elle n'apparaissait plus seulement comme un privilège anachronique, mais toléré. Elle constituait une irrégularité choquante dès lors qu'il s'agissait de compléments de rémunération versés à des agents publics, sur fonds publics, en dehors de toute règle, en dehors de tout contrôle. Leur dissimulation, selon le premier président de la Cour des comptes, était d'autant moins admissible que les suggestions supportées par les membres des cabinets ministériels et par les autres personnels qui leur apportaient leur concours étaient bien réelles, et nous en sommes bien d'accord. Qu'il s'agisse de la charge de travail immense ou des contraintes de calendrier ou d'horaire, elles méritaient d'être compensées en toute clarté. De plus, ces fonds permettaient d'alimenter des campagnes politiques, des partis politiques en dehors de toute réglementation, la presse ou éventuellement tout menu plaisir. Les différents rapports proposèrent alors deux sortes de choses. D'abord, le maintien des fonds spéciaux pour l'action de protection de la sécurité intérieure et extérieure de l'État. C'est ce qui se passe encore actuellement. Et deuxièmement, le reclassement dans le budget ordinaire de l'État de tous les autres crédits. Il était urgent de mettre fin à la pratique des versements en espèces qui permettent à leurs bénéficiaires, pour des montants qui peuvent être élevés, de faire échapper à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales une part de leurs rémunérations accessoires. Il fut donc décidé de transférer les montants en espèces sur des lignes budgétaires déjà ouvertes au titre des indemnités de cabinet. L'un des arguments avancés pour justifier la commodité offerte par le système des espèces et la nécessité d'un maximum de souplesse et de rapidité, d'emploi ainsi des moyens mis à la disposition du ministre. Les procédures d'ordonnancement et de paiement des dépenses publiques apparaissaient comme trop lourdes. Mais c'est oublier l'institution des régies d'avance, telles que les organise le décret du 20 juillet 1992 et l'instruction du 29 juin 1993. Le régisseur peut en effet, en vertu de ces textes, effectuer paiement par chèque, virement ou même par numéraire pour certaines catégories de dépenses courantes. L'usage des fonds sociaux sera donc supprimé par le gouvernement de Lionel Jospin et une commission de vérification sera instituée par l'article 154 de la loi de finances pour 2002. Tout semblait clair, mes chers collègues. Et depuis 2002, on n'entendait plus parler de fonds versés en espèces, en numéraire, aussi bien aux ministres qu'à leurs collaborateurs. Tout semblait clair jusqu'à ces dernières semaines, jusqu'à ce que des enquêteurs découvrent des montants en espèces très importants au domicile de M. Claude Guéant, qui fut directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, en 2002, avant de devenir secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'Intérieur. Il s'agissait, à l'époque, de savoir si la campagne de M. Sarkozy avait été financée par des fonds libyens. Et on se rappelle le rôle essentiel joué par M. Guéant lors de la libération des infirmières bulgares condamnées à mort et détenues par le régime de M. Kadhafi. Il fut ainsi découvert, d'une part, un compte sur lequel avaient été versés 500 000 € et par ailleurs des factures précisant que des paiements avaient été faits en espèces. M. Claude Guéant lui-même, je prends ces termes, précisa que ces espèces avaient été obtenues par la vente de 2 tableaux d'un Hollandais, au demeurant inconnu des spécialistes, et par des primes qui n'étaient pas, selon lui, déclarées de toute éternité, et qui lui auraient été versées en tant que membre d'un cabinet ministériel entre 2002 et 2004. Mais il est exact que M. Guéant a également appartenu au cabinet de M. Charles Pasqua en 1994 et en 1995. Or, s'il était d'usage de toucher des primes entre 1994 et 1995 non déclarées, cela était totalement interdit depuis 2002. Monsieur le ministre de l'Intérieur a donc saisi l'Inspection générale de l'administration et l'Inspection générale de la police nationale sur un rapport sur les frais d'enquête et de surveillance. Le 2 mai 2013,
Un rapport fut donc demandé pour vérifier si, depuis le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la réforme des primes des cabinets ministériels décidée par le Premier ministre de l'époque, une fraction des frais d'enquête et de surveillance de la police nationale aurait pu être utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été créées. Le ministre, M. Manuel Valls, demandait également de vérifier les conditions dans lesquelles les instructions données par le directeur général de la police nationale fin 2012 étaient mises en œuvre, notamment s'agissant de leur usage, des règles d'engagement et de la traçabilité de leur emploi vis-à-vis de la hiérarchie opérationnelle. Il était également demandé de faire des recommandations sur l'usage légitime des frais d'enquête et de surveillance. Un rapport signé par M. Laranger, inspecteur général de l'administration, Mme Gagé, inspectrice, M. Loiseau, inspecteur général de la police nationale, M. Georgeon, commissaire principal, a donc été remis au ministre de l'Intérieur cette semaine, très exactement le 10 juin 2013. Qu'en ressort-il? Premièrement, il en ressort que les archives du cabinet de la Direction générale de la police nationale relatives aux frais d'enquête et de surveillance ont disparu, ont été détruits pour la période comprise entre 2002 et 2007. Autrement dit, pendant la période où M. Guéant dirigeait le cabinet du ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy. Nul ne sait à quelle date ces archives ont été détruites. Nul ne sait qui a donné l'ordre de les détruire. Nul ne sait qui a exécuté l'ordre de les détruire. Je prends le rapport de l'inspection générale. Deuxièmement, la mission d'enquête a dès lors dû se contenter d'entendre pour la période comprise entre 2002 et 2007, compte tenu du fait que les archives ont disparu pendant cette période, tous les principaux responsables de la... Avant, ce n'était pas interdit. C'est interdit depuis 2002. C'est tout le problème. Avant, le principe, c'était la destruction. À partir de 2002, le principe, c'est la non-destruction. Peut-être que vous avez détruit toutes les archives quand vous étiez au gouvernement, monsieur. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les règles sont les suivantes. Depuis 2002, il est interdit de détruire les archives. Depuis 2002, il est interdit d'utiliser des fonds secrets. Avant, c'était possible, c'était toléré. Avant, c'était possible, c'était toléré. Vous vous expliquerez là-dessus. Vous appartenez à une famille qui a eu des responsabilités gouvernementales. On verra l'utilisation qu'elle a pu faire de ces fonds. Autrement dit, pendant la période où M. Guéant dirigeait le cabinet du ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, les archives ont été détruites. Deuxième chose, les 4 enquêteurs désignés par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale ont entendu très exactement 41 personnes, c'est-à-dire tous les responsables de la police nationale et du ministère de l'Intérieur entre 2002 et 2007. Il a pu être établi que les frais d'enquête et de surveillance de la police avaient été utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été créées. En effet, selon les instructions de la Direction générale de la police nationale, les frais ne peuvent être utilisés que pour les missions suivantes. Premièrement, recueil du renseignement et rémunération d'informateurs. Deuxièmement, acquisition de matériel ou mise à disposition de moyens d'investigation. Troisièmement, défraiement de fonctionnaires actifs dans le cadre de leur mission d'investigation. Quatrièmement, remise d'une gratification exceptionnelle à des fonctionnaires ayant accompli leur mission dans des conditions particulièrement difficiles, voire dangereuses. Selon les témoignages recueillis par la mission, des versements de la DGPN vers le cabinet du ministre de l'Intérieur de l'ordre de 10 000 € mensuels ont été remis au directeur du cabinet du ministre entre l'été 2002 et l'été 2004. 240 000 € ont donc été remis en espèces par M. Michel Gaudin, directeur général de la police nationale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport officiel. Voilà. 10 000 € par mois pendant 24 mois. Bon. Pardon. 10 000 € par mois entre l'été 2002 et l'été 2004, ça fait 24 mois. Je n'y peux rien, ça fait 240 000 € qui ont donc été remis en espèces par M. Michel Gaudin, directeur général de la police nationale, au directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, M. Claude Guéant. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est la vérité telle qu'elle apparaît de ce rapport. Une telle pratique fut, comble de l'ironie, condamnée
le 3 février 1998 par M. Claude Guéant lui-même. Nul ne sait actuellement si les 240 000 € détournés de leurs fonctions originelles ont été pour tout ou partie retenus par M. Guéant ou remis à des tiers. Certains évoquent des personnels du service de protection qui pourtant touchent des indemnités particulières de sujétion. Quelle serait donc, et dès lors, l'origine des fonds en espèces qui ont permis les achats découverts par les enquêteurs dans l'affaire des fonds libyens? Parce que de deux choses l'une, soit effectivement ces fonds qui ont été remis par la Direction générale de la police nationale à M. Guéant ont permis les achats dont on a parlé, soit ils ne l'ont pas permis. Et alors, comment ont été financés ces achats, puisqu'il apparaît que ce sont contre des espèces que ces achats ont été faits? Le moins que l'on puisse dire est que tout cela est particulièrement glauque. Il serait bien étonnant que nous n'en sachions pas davantage dans les jours qui viennent. L'histoire s'accélère très vite, mes chers collègues. Puisqu'il s'agit de la semaine de contrôle de l'action gouvernementale, il m'appartient de faire les observations suivantes sur l'action du gouvernement dans l'utilisation des espèces et des numéraires dans les cabinets ministériels depuis 2002. Premièrement, au terme du rapport dont j'ai eu connaissance, nul n'a mis en cause le gouvernement depuis 2012 sur l'utilisation d'espèces par les cabinets ministériels et en particulier par le ministre de l'Intérieur. Je lui en donne acte et je m'en félicite. Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur a aussitôt diligenté une enquête confiée à l'IGA et l'IGPN dès qu'il a appris que des fonds en espèces avaient été détournés de leur attribution réglementaire. Il a agi rapidement et avec justesse. Troisièmement, les frais d'enquête et de surveillance sont à l'évidence indispensables pour la rémunération d'informateurs et pour le recueil de renseignements dans le cadre du respect de l'article 15.1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'arrêté du 20 janvier 2006. Des comptes rendus réguliers devraient alors être remis, chacun l'admettra, à la DGPN et les archives devraient alors être strictement sauvegardées. Reste le problème posé par la distraction de 240 000 € en contradiction avec toutes les règles existantes. Il s'agit à l'évidence, si cela est établi, d'un détournement de fonds publics. Le ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy, connaissait-il le versement de ces enveloppes et leur utilisation par son plus proche collaborateur, son directeur de cabinet, dont les rapports avec lui étaient, nous le savons tous, fusionnels? Et si ces fonds ont été redistribués à des tiers, quelle est l'origine des fonds découverts au domicile de M. Guéant? Toutes les hypothèses sont possibles, tant les casquettes de M. Guéant étaient nombreuses. Dans l'affaire Tapie, le gouvernement, de manière exemplaire, a décidé de se constituer partie civile, de demander l'annulation de la procédure d'arbitrage et le remboursement des fonds versés. Et l'on retrouve le nom de M. Guéant dans cette affaire. Aujourd'hui, le gouvernement, qui par son ministre de l'Intérieur a saisi M. le procureur de la République, décidera-t-il, Monsieur le ministre, de se constituer partie civile à l'encontre de M. Guéant? Et en tout cas, demandera-t-il le remboursement des fonds ainsi détournés, des missions essentielles pour lesquelles ils étaient prévus, à savoir la sécurité de l'État et la sécurité des personnes? Le remboursement est une exigence morale au moment où nous étudions la loi sur la transparence de la vie publique. Dans cette affaire malheureuse, Monsieur le ministre, j'attends votre réponse. Merci.